Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la recherche scientifique selon professeur Didier Raoult. Si tu es comme moi, tu as envie de faire de la bonne recherche scientifique. Tu as envie de faire de la recherche scientifique qui compte, qui peut avoir un impact. Et à mon sens, il n'y a rien de mieux que d'apprendre des chercheurs reconnus, de chercheurs qui ont fait des découvertes dans leur domaine et qui ont décidé de prendre leur temps, de prendre de leur temps de recherche pour partager cela. Et on a la chance que professeur Didier Raoult ait décidé de prendre le temps de partager tout cela avec nous. Il a rédigé notamment 2 livres, La science est un sport de combat et Homo Chaoticus. Et surtout dans le premier, La science est un sport de combat, professeur Raoult nous parle énormément de la recherche scientifique, comment la recherche scientifique fonctionne et ce qu'il a appris dans son parcours, dans sa carrière scientifique, en s'inspirant non seulement de chercheurs et de scientifiques du passé, mais aussi de ses propres expériences. J'ai pris le temps de lire ses livres, j'ai aussi regardé un grand nombre de ses vidéos. J'ai décidé de partager tout cela avec toi dans cette vidéo. Ainsi, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties. La première partie consiste à naviguer dans l'incertitude scientifique. Il faut accepter d'être ignorant. Nous devons sortir des sentiers battus. Il y a un côté chance dans la recherche. Le conflit est le moteur de la science et la nature des changements. Nous verrons ceci dans la première partie. Puis nous parlerons de l'observateur et de ses biais. Ensuite, nous allons voir 2 types de découvertes, la curiosité et l'hypothèse, l'interprétation de causalité, entre causalité et corrélation, et comment la science a évolué au XXe siècle, notamment avec Popper et Thomas Kuhn. Ensuite, nous allons parler de l'édition scientifique, entre commerce et rigueur académique, pourquoi publier ses recherches et avoir une première conclusion générale. L'ignorance et le scientifique. Le scientifique est-il ignorant? Eh bien, d'après professeur Raoult, oui. Le scientifique est ignorant et il doit accepter, incarner cette ignorance. Nous sommes ignorants non seulement par nos outils, parce qu'ils nous permettent de voir le monde que d'une seule manière, d'une seule façon, et ainsi nous rend aveugles à toutes les autres manières de voir, comme nos yeux. Nos yeux ont un spectre de lumière, mais ne peuvent pas détecter au-delà et en dessous de celui-ci. Ainsi, nous sommes limités par cet outil. Et c'est la même chose avec nos microscopes, avec chacun de nos outils. Nous sommes aussi limités par nos théories du moment. Nos théories du moment, toutes les théories que nous avons, permettent d'expliquer jusqu'à un certain point des phénomènes complexes, ou même des phénomènes simples. Cependant, elles ne répondent pas forcément à tout. Comme on dit souvent, l'exception qui confirme la règle. Eh bien, ce serait plutôt l'exception qui annule la règle et qui fait que nous devons abandonner les théories. Et pourtant, ce que nous avons tendance à faire, ce que nous faisons souvent, lorsque nous avons des théories scientifiques, c'est qu'on essaye dès que de nouveaux faits apparaissent, nous essayons de faire correspondre les faits avec la théorie. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait dans certains cas, c'est se rendre compte que les faits sont différents de la théorie et ainsi abandonner la théorie. Et pourtant, nous prenons ces théories avec une telle arrogance qu'il est parfois difficile de se dire « Ok, abandonnons cette théorie parce que nous avons passé des dizaines et des centaines d'années peut-être avec cette théorie. » Ainsi, abandonner une théorie peut être très difficile. Mais tout chercheur doit être prêt à abandonner cette théorie scientifique, même s'il a travaillé sur ces théories pendant toute sa vie, pendant 50 ans. Parce que aucune théorie scientifique ne doit devenir un dogme. Il faut être prêt à abandonner ses croyances, ce que nous avons fait si on se rend compte qu'il y a une théorie nouvelle, une théorie qui émerge, un élément nouveau, scientifique qui est découvert. Parce que les théories scientifiques n'ont pas besoin d'être vraies ou durables. Elles doivent simplement être utiles à un moment donné pour interpréter une certaine donnée, une certaine information. Il faut être détaché avec ces théories scientifiques. Ne pas avoir de scrupules à adopter une nouvelle théorie scientifique si, à un moment donné, les données que nous avons sous les yeux évoluent, changent,
Il ne faut pas rester coincé avec le passé. Ce que tu as appris, ce que j'ai appris à l'université est probablement faux aujourd'hui. Du moins, une grande partie de ce que nous avons appris. Souvent à l'université, tout est sursimplifié. Et donc la réalité n'est pas forcément ce que nous voyons à l'université. Ce que nous apprenons pendant tous ces cours. Plus nous avançons dans un domaine, plus nous apprenons que nous ne savons rien de ce domaine. Et encore une fois, une théorie totalisante qui ne laisse pas la place à des exceptions et a très peu de chances d'exister parce que c'est compliqué d'avoir vraiment une théorie qui englobe l'entièreté des cas et des situations. Et c'est pour cela qu'il faut prendre les théories avec beaucoup de recul et beaucoup de neutralité. Sidney Brenner nous disait qu'il traite les théories scientifiques comme des maîtresses. Il les désire, mais ne les aime pas. Elle les abandonne lorsqu'elles ne me donnent plus de plaisir. La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsque l'on cesse d'y croire. Ainsi, le scientifique, comme le disait Nietzsche, doit briser le cœur respectueux envers son maître. Cela veut dire qu'il faut oser ne pas hésiter à remettre en question les théories de nos maîtres, même les plus respectés, même si nous les admirons. Car c'est comme cela que nous pouvons avancer. Professeur Raoult en parle énormément dans son livre, des exemples de sa situation personnelle, que je t'invite à aller lire. Je te donnerai le lien dans la description de son livre si tu es intéressé. Mais cette ignorance devrait nous inciter à ne pas nous prononcer sur l'avenir, parce que nous n'avons pas la connaissance de pouvoir lire dans l'avenir. On ne peut pas prédire le passé, on ne peut pas prédire le futur. Le chercheur doit être conscient que ses connaissances ne représentent qu'une partie de la réalité. Nous devons inviter cette ignorance, elle est inévitable. Elle est la marque de notre liberté et le moteur de notre recherche. Comme le disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous sommes tous des ignorants, et bien que nous en sachions beaucoup plus qu'il y a 1000 ans ou qu'il y a 20 ans, nous devons rester conscients de notre ignorance. Le scientifique doit constamment prendre conscience de son niveau d'ignorance pour ne pas être aveuglé à la découverte. Cette conscience de cette ignorance qui fait notre liberté et le goût de la recherche. Il faut apprendre à douter, douter de tout ce que nous n'avons pas vérifié nous-mêmes. Le doute est la seule preuve de la pensée. Et le scepticisme est intrinsèque à la science. Dans la plupart des cas, ce que je pensais comme étant naturel ou spontané était faux et simplement le fait de mon ignorance, nous dit professeur Raoult. Comme Nietzsche le notait, l'esprit de contradiction et une joyeuse raillerie sont des signes de santé. Toute forme d'absolu est une pathologie. Ainsi, le scientifique doit constamment envisager de nouveaux angles, faire tomber les barrières et ne jamais être conventionnel, sauf s'il arrête la recherche qui est fondée sur la contradiction et le doute. Lorsque tu fais de la recherche, base-toi sur le doute. Doute tout ce que tu lis. Essaie de mettre les pièces du puzzle ensemble lorsque tu lis des choses et essaie de douter de chaque chose qui est mentionnée, de chaque chose qui est dite. Ainsi, si tu connais l'étendue de ta propre ignorance, non pas parce que tu es incompétent, mais parce que c'est la limite de la connaissance en général, eh bien tu seras plus ouvert à la possibilité de découvrir des choses inattendues. C'est essentiel non seulement pour organiser nos vies et pour penser, et cela empêche de se faire contraindre inutilement. Ainsi, le professeur Raoult nous invite à nous poser la question constamment, qu'est-ce que je ne sais pas? Pour pouvoir cerner notre ignorance et ainsi potentiellement développer des projets de recherche parce que tu vas vouloir explorer ce que tu ne sais pas encore. Tu vas pouvoir aller à la découverte de ce que tu ne sais pas. Nous devons prioriser un raisonnement basé sur des faits démontrables et reproductibles. Lorsque tu fais de la recherche, essaie d'avoir en tête le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam est un moine scientifique anglais qui nous disait « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Ainsi, n'envisage pas plusieurs causes quand une seule suffit pour expliquer un phénomène. » Ainsi, lorsque l'on nous pose des questions, il faut oser, il faut accepter de dire « Je ne sais pas, mais je crois que » pour pouvoir faire la distinction entre notre savoir actuel et notre opinion. Avec les enfants, on peut adopter la même approche. Je ne sais pas, mais je vais te dire ce que je crois.
ce que l'on en pense aujourd'hui, mon opinion, pour pouvoir distinguer cela. Et ainsi, il faut comprendre que souvent ce que l'on pense être du bon sens peut se trouver être faux. Parce que l'opposé se retrouve dans la nature et on se rend compte que l'autre chose opposée existe aussi. Jamais deux sans trois, le troisième est le bon. Ce sont deux choses opposées et cet exemple-là se retrouve dans énormément de situations. Ainsi, rien n'est jamais évident. Les choses sont démontrées ou elles ne le sont pas. Érudition, spécialisation et indépendance du chemin suivi. Professeur Raoult nous dit que les étudiants ne doivent pas se spécialiser trop tôt, qu'il faut rester multidisciplinaire pour pouvoir justement enrichir la pensée collective et avoir une vision globale de la recherche. Ensuite, tu te lances dans un doctorat pour devenir un érudit, c'est-à-dire que tu développes un approfondissement de la connaissance dans un domaine spécifique. Tu y consacres du temps, tu réalises une thèse, un projet d'au moins 3 ans pour aller en détail dans ce domaine, pour cultiver cette érudition. Et c'est nécessaire en fait de prendre ces longues années pour développer sa capacité à penser, à réfléchir sur le monde, et ainsi ouvrant la voie d'une vision plus large et plus riche. Une fois que tu seras informé en profondeur sur de nombreux aspects d'un sujet, les érudits développent souvent une humilité quant à leur capacité à tout savoir. Cette humilité résulte uniquement d'un travail acharné. Cette volonté de travailler découle du plaisir, que certains ne peuvent pas comprendre, de générer de l'estime de soi en approfondissant ses connaissances et en atteignant des objectifs ambitieux. À partir du moment où tu as vraiment passé des années et des années sur un sujet, tu développes une maîtrise, une compréhension du sujet. Et c'est cette compréhension du sujet qui fait que tu te rends compte à quel point nous connaissons peu de choses. Et c'est pour cela que tu vas commencer à douter de beaucoup de choses. Et c'est très important de développer cette connaissance d'un sujet tout en restant multidisciplinaire. C'est le profil en T, dont on parle beaucoup aux Pays-Bas aujourd'hui, car cela permet d'être capable d'adresser des problèmes de différentes manières, de résoudre des problèmes de différentes manières. Ainsi, il faut apprendre à sortir des sentiers battus. C'est extrêmement difficile, et on peut le voir lorsque l'on se promène en forêt. Tout le monde traverse le chemin déjà existant. Peu de personnes créent de nouveaux chemins. En équitation, professeur Raoult nous raconte que les chevaux français ont tendance à toujours marcher au même rythme, sur le même sentier, avec la même distance très proche l'un de l'autre. Et lui, il a horreur de ça, il préfère vagabonder au loin. Et il gêne beaucoup sa famille en forçant son cheval à sortir du chemin. Alors qu'aux États-Unis, il s'est rendu compte que les chevaux sont plutôt indépendants, où ils galopent de manière individuelle, chacun à son rythme. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Si tu fais du cheval, n'hésite pas à partager ce que tu en penses, parce que je ne sais pas. Je ne suis jamais allé aux USA pour faire du cheval. Dans la recherche scientifique, il y a un aspect de chance. La chance joue un rôle. La chance sourit aux audacieux. Pasteur nous disait que la chance sourit à l'esprit préparé. Cette perspective souligne l'importance de se mettre dans les conditions propices à la chance. La chance seule ne suffit pas, il faut être ouvert justement à l'opportunité d'observer cette chance. Pour obtenir cette chance, il faut organiser les résultats obtenus, les sécuriser, les transformer en quelque chose d'utile et d'admissible. La chance arrive lorsque nous explorons des choses, lorsque nous testons des choses inconnues, sans forcément avoir d'idées au préalable. Parce que si tu as une hypothèse préétablie, beaucoup de chercheurs vont avoir tendance à avoir une hypothèse, ce qui est souvent nécessaire parce qu'aujourd'hui, tu as majoritairement besoin d'avoir une hypothèse pour pouvoir obtenir un financement. Mais le problème, c'est que cela peut nous fermer avec nos opinions préconçues. Cela nous empêche d'être prêts à être surpris par nos résultats. Alors qu'au final, les résultats les plus intéressants, les résultats les plus importants, sont les résultats que nous n'attendions pas. Ce sont les résultats que l'on ne pensait pas avoir. Ce sont les résultats différents. On a une hypothèse et en fait, l'hypothèse ne fonctionne pas. Et on se dit, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? C'est là que ça devient intéressant. C'est là que nous pouvons justement avoir des datas intéressantes.
et pouvoir remettre en question justement sa théorie, son hypothèse. Et le problème lorsqu'on a une hypothèse préconçue, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir leur hypothèse. Il y a énormément de cas de scientifiques dans le passé qui ont enlevé petit à petit des informations, qui se sont dit, ok, on va enlever la courbe, par exemple pour le cholestérol, on va enlever 2-3 points cholestérol, pour pouvoir avoir une belle courbe pour dire que le cholestérol, c'est mal. Et on se rend compte 30 ans plus tard qu'en fait, il avait enlevé les points qui ne correspondaient pas, les exceptions qui ne permettaient pas de confirmer sa règle. Donc il y a énormément de cas comme ça. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que en incarnant le rôle du découvreur, il faut être ouvert à l'inattendu. Il faut toujours justement avoir en tête que ce que nous obtenons peut peut-être nous mener à quelque chose. Et du coup, tu es ouvert. Tu es comme Moïse, tu es ouvert au buisson ardent, à quelque chose qui va faire de la lumière sur le côté. Par exemple, la GFP, Green Fluorescent Protein, a été découvert dans la poubelle parce que le chercheur a vu dans la poubelle quelque chose qui faisait de la lumière, qui était fluorescent, et s'est dit « Oh, c'est intéressant, peut-être que je peux l'explorer ». Il y a énormément de cas comme ça dans la littérature scientifique. Le cas de Pasteur est aussi un exemple dans lequel, pour faire très résumé, il avait inoculé il avait mis dans des boîtes de pétri beaucoup de bactéries. Il les a inoculées, enfin, il a eu plein de générations de ces bactéries. Et après, il les a inoculées dans des poules. Mais la virulence était inutile parce que les conditions où la virulence était utile pour la bactérie n'étaient pas utiles. Ainsi, elle perdait cette virulence, elle devenait moins virulente. Donc les poules ont survécu. Pasteur a décidé de garder les poules. Aujourd'hui, c'est peu probable qu'on garde les poules pour refaire l'expérience. Et il s'est rendu compte, donc il a commandé trois nouvelles poules, il a gardé les 3 autres. Et il s'est rendu compte qu'en injectant justement cette bactérie dans les poules qui avaient déjà été inoculées, eh bien, elles avaient développé une résistance à cette bactérie, alors que les autres justement étaient infectées par cette bactérie. Les nouvelles poules sont mortes du choléra, alors que les premières semblaient protégées. Et cela nous a donné les bases de la vaccination moderne. Le conflit, moteur de la science. Professeur Raoult nous dit que le conflit est essentiel dans la recherche scientifique. Héraclite affirmait, Polémos, le conflit est le père de toutes choses et de tous les rois. Le conflit est au cœur de toutes les créations, tant dans l'histoire que dans la nature. Cette notion est très présente dans le domaine scientifique où les conflits sont inévitables mais essentiels. Tu veux avoir un conflit lorsque tu veux publier un article scientifique parce que tu vas recevoir du feedback parce que tu vas recevoir du feedback de tes pairs qui vont donner leur opinion sur ton article scientifique pour pouvoir t'aider à progresser, pour pouvoir t'aider à l'améliorer. Ainsi, les conflits sont inévitables mais aussi essentiels. Ils sont intrinsèques au progrès. Ils sont intrinsèques au progrès de la connaissance. Si une idée que l'on écrit, une publication scientifique ne suscite pas de débat, c'est probablement parce que son importance est marginale. Plus la réaction à une idée est violente, plus cela révèle que la question est importante. Les conflits scientifiques reflètent souvent la personnalité de leur auteur. Bien qu'ils puissent être douloureux, ils sont nécessaires car ils permettent de reconsidérer nos réflexions, d'enrichir nos arguments pour démontrer ou convaincre. Ainsi, il faut accepter les conflits dans la recherche scientifique, il faut accepter les discussions, il faut accepter de remettre en cause les théories dominantes, ses propres théories, et être extrêmement prudent lorsque nous manipulons des données scientifiques. Et tout cela est exaltant. C'est un élément majeur, cette contradiction. Il faut développer un esprit de contradiction. Professeur Raoult essaie de le favoriser, de le valoriser chez les jeunes chercheurs en leur donnant un sujet, un avis qu'il a sur quelque chose et en leur donnant une semaine pour lui prouver qu'il avait tort. Et s'il se rend compte qu'ils avaient raison, il est prêt à changer d'opinion s'ils arrivent à le convaincre. Il est prêt à renier ses hypothèses et ses avis, mais seulement sous la puissance d'événements nouveaux, sous l'éclairage de la connaissance. Donc, toi, pose-toi cette question.
Est-ce que tu as tendance à douter, à mettre en contradiction, à repenser toutes les théories que tu penses et que tu prends pour acquis? La nature du changement. Selon Héraclite, rien n'est immuable dans l'univers. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Tout est en mouvement permanent, rien n'est stable. Les êtres vivants et les sociétés sont des entités mouvantes. La foudre gouverne, le chaos gouverne. Les événements chaotiques et imprévisibles peuvent radicalement transformer le cours de l'histoire. Des cataclysmes comme le déluge biblique, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la tour de Babel, mais aussi d'autres périodes de crise qui sont souvent suivies de renaissance. Après les dinosaures, le boom des mammifères. Après la peste noire, qui a décimé 30% de la population, la domination de l'Occident. Après la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, les 30 glorieuses, avec un boom démographique, conquête géographique et un épanouissement scientifique et artistique. Maintenant, parlons de l'observateur et de ses biais. La vie consiste à observer et à acquérir de nouvelles données. Observer est la base de toutes les théories. Cependant, il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Observer n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire. L'observation n'est jamais neutre. Nous faisons un tri en fonction de nos propres biais, de nos outils, pour garder ce qui correspond à nos perceptions, à nos théories. Tu as déjà eu des moments où tu pensais que quelque chose était vrai, et du coup tu regardes seulement les évidences pour soutenir ce que tu penses vrai? Je pense qu'on voit ça énormément du côté au niveau politique de la gauche et la droite, où la gauche pense être vraie et ils regardent seulement leur évidence de la vérité, et pareil pour la droite, et du coup tu arrives avec deux extrêmes qui pensent chacun avoir la raison ultime et avoir raison, sans être capable de communiquer l'un envers l'autre. L'aveuglement est notre incapacité à observer de façon neutre, nous disait Francis Bacon. Les données que nous collectons varient en fonction des circonstances, de l'environnement et des appareils de mesure utilisés. Par exemple, la mesure de la côte ou de la longueur de notre intestin va dépendre du niveau de la mer et du degré de précision recherché. Si tu veux regarder juste sur une carte, tu auras un nombre de kilomètres pour la mer. Pareil pour l'intestin. Mais si tu zoomes, tu arrives à un degré de précision tellement petit, si tu commences à vraiment zoomer pour la mer, que tu es incapable en fait d'avoir une mesure fiable de la distance de la mer. Pareil pour l'estomac. Tu auras une distance énorme, car tu as énormément justement de ramifications. Ainsi, en biologie, c'est l'observateur qui crée l'idée que ce qu'il observe est mort ou vivant. Si on prend l'exemple du chat, au niveau macroscopique, il peut sembler mort, mais à l'échelle microscopique, il y a bien des signes de vie, des microbes résistants aux poisons, aux radiations. Certaines bactéries peuvent être totalement détruites en morceaux, même leur matériel génétique peut être détruit, mais elles possèdent tout de même des enzymes qui sont capables de réparer cet appareil génétique. Donc tu as beau détruire une certaine bactérie, elle va se recomposer. Ainsi, elle demeure vivante et peut se multiplier de nouveau. Les biais sont forts. Max Planck nous disait que la vérité ne s'impose pas, mais que ses adversaires meurent. Ainsi, les biais sont forts et résistent. Les gardiens du temple, des théories ancestrales résistent au changement. Mais en tant que chercheurs, nous devons oser donner un avis différent, même si nous sommes traités de complotistes. Maintenant, parlons de 8 biais que nous avons. Le premier est idolatribus. L'homme est la mesure de toute chose. On juge avec ce que l'on a. Ainsi, nous regardons toujours avec notre perception humaine. Notre perception n'est jamais neutre, car nous regardons toujours avec notre perception humaine, avec nos yeux humains. Ainsi, nous avons tendance à avoir un biais binaire, un biais dichotomique. La gauche et la droite, le normal et le pathologique, le bien et le mal. Cette dualité se reflète non seulement dans notre biologie, nos deux mains, normal pathologique, mais aussi d'autres biais tels que le spectre des couleurs, le système de comptage que nous avons aujourd'hui. Et tout cela peut mener à de l'ignorance et à de l'arrogance, comme par exemple
avec l'usage des questionnaires à choix multiples dans l'éducation, où on est forcé à choisir entre oui et non, alors que souvent il y a un entre-deux. Pareil dans les débats publics, on invite souvent quelqu'un contre une autre personne, quelqu'un pour le féminisme, quelqu'un contre le féminisme, quelqu'un pour la théorie du genre, pour la vaccination, pour l'usage des antibiotiques. Mais en fait, une telle polarisation est rarement vraie. Il est rare d'avoir quelqu'un qui dit 100% des vaccins doivent être interdits ou 100% des vaccins doivent être autorisés, on doit faire tous les vaccins possibles. La plupart des gens sont plus nuancés, mais nous avons tendance justement à aimer cette dichotomie. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît, rien n'est jamais tout noir et tout blanc. C'est important lorsque nous faisons de la recherche d'avoir cela en tête. Le deuxième est idolâtrie, les règles de notre société, les règles du théâtre. Selon les stoïciens, nous jouons une pièce de théâtre. Notre théâtre a des règles que nous ne définissons pas. Et nous ne choisissons pas notre décor. Ainsi, il faut accepter ces règles-là. Les idées politiques du moment vont pouvoir influencer ce qui est promu ou rejeté. On le voit beaucoup aujourd'hui aux États-Unis, où les idées justement d'un parti dominant vont pouvoir décider de rejeter ou d'inclure certains types de recherches. Mais on l'a vu aussi juste avant, à l'opposé, où les idées qui étaient dominantes, justement, voulaient forcer à avoir certains types de pensées. Donc on voit les extrêmes, on a tendance à voir les extrêmes, encore une fois, où on va dire il faut absolument cela, et un autre parti qui arrive et qui dit il faut exactement s'éloigner de tout cela. Ainsi, notre éducation, nos expériences passées façonnent nos perspectives et nous créent des biais qui influencent nos perceptions des informations et nous empêchent de voir chaque information de manière neutre. Et c'est pour cela qu'il y a la joie du débutant. Être capable de voir quelque chose de manière naïve et fraîche, et c'est essentiel à la découverte. Souvent, les plus grandes découvertes ont été faites par les chercheurs qui ont osé changer de domaine parce qu'ils amènent une nouvelle perspective. Ils n'ont pas encore tous les biais des chercheurs qui sont dans le même domaine depuis 40 ans. Constamment s'aventurer, lorsque tu es chercheur, lorsque tu es scientifique, tu dois constamment t'aventurer dans de nouveaux terrains avec un œil neuf pour pouvoir découvrir de nouvelles méthodes, mais aussi défier et questionner les normes établies. C'est crucial pour apprendre à briser les conventions, à repousser les frontières de la connaissance. Comme nous le disait Einstein, on ne peut voir que ce que la théorie permet. La théorie dominante du moment nous aveugle et nous empêche de voir certaines réalités. La théorie scientifique doit être capable d'intégrer les éléments connus, mais la recherche est un processus de questionnement continu. Et il est donc essentiel de pouvoir dépasser les théories actuelles pour pouvoir faire avancer la science. Le troisième biais est Idola Specus, les idoles de la caverne, qui représentent nos biais personnels, façonnés par notre histoire individuelle, marqués par des éléments divers et personnels et souvent avec des conflits d'intérêts. Un exemple flagrant de ces conflits est celui des individus payés à 100% par l'industrie, qui ainsi manque d'objectivité. Le quatrième biais est idolaphorie, les idoles du forum. Les idoles du forum, qui se basent sur ce qui est dit publiquement et notre manière de parler. Les mots vont façonner notre manière de voir les choses. Ainsi, notre langage façonne notre compréhension du monde. Les mots ont une connotation, une charge affective, comme le mot nègre, qui étymologiquement parlant veut dire noir, aujourd'hui a un caractère péjoratif et donc ne peut plus être employé. Nous avons aussi tendance à avoir des descriptions réductrices. Peau blanche, peau noire, alors que ce n'est pas aussi simple. Il y a peu de personnes qui ont une peau vraiment noire et peu de personnes qui ont une peau vraiment blanche. Nous avons plutôt des variations dans tout cela. Nous avons tendance à sursimplifier en faisant des catégorisations beaucoup trop simples. Ainsi, les terminologies, les définitions sont souvent incorrectes et inexactes, et cela peut nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est, parce qu'on va employer un mot, et on va avoir en tête que ce mot veut dire une certaine chose,
Et du coup, on va catégoriser directement cette molécule, par exemple, dans une catégorie. Un exemple simple pourrait être si nous décidons de nommer une enzyme pour dire qu'elle coupe les liaisons alpha. Eh bien, cela peut induire en erreur, car on pourrait penser qu'elle ne fait que cela, alors qu'en fait, elle pourrait faire bien d'autres choses. Un exemple notable est celui de la vasopressine, également connue sous le nom d'hormone antidiurétique. Donc, bien qu'il s'agisse de la même molécule, elle a deux noms différents, car deux fonctions différentes ont été découvertes en même temps, à deux endroits différents dans le monde, pour réguler la rétention d'eau et influencer la pression artérielle. Ainsi, si on dit seulement vasopressine, on pourrait croire que ce n'est qu'une vasopressine et qu'elle n'a qu'une seule fonction, mais en fait non, elle a bien d'autres fonctions. Donc il faut faire attention à la définition des mots qui ont tendance à limiter notre manière de voir. Aujourd'hui, beaucoup d'antibiotiques dont le terme sous-entend que ça ne fonctionne que sur les bactéries, fonctionnent bien au-delà, en fonctionnant sur les virus, sur l'inflammation, sur les troubles psychiatriques, comme par exemple l'aminocycline. Donc il faut oser retester les anciens médicaments, recréer de nouvelles définitions, étendre les définitions actuelles. Ainsi, le terme virus a souvent été associé aux adjectifs virulent et ultrafiltrable, excluant ainsi les virus géants des classifications traditionnelles. André Lwoff, lauréat au prix Nobel de 1965, disait, quand on lui demandait qu'est-ce qu'un virus, il disait un virus, c'est un virus. C'est compliqué, tu ne peux pas définir un terme, un mot en employant le même mot. C'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que ça ne fonctionne pas. Car du coup, tu n'apportes pas d'informations pour clarifier ce mot, et la personne ne comprend toujours pas le mot en conséquence. Pareil pour le terme drogue qui peut amener à confusion. Une drogue peut être une substance illégale, mais en réalité, il y a beaucoup de substances légales qui sont des drogues. Tabac, alcool, sucre, même les benzos sont des drogues. Mais la perception sociale est différente. Le terme drogue est souvent trop simpliste. Comme l'opium qui, à un moment aux États-Unis, était considéré comme non addictif, comme n'étant pas une drogue, mais ça a mené à l'épidémie et la crise actuelle des opioïdes. Ces exemples nous démontrent que les mots que nous utilisons pour décrire le monde ont un pouvoir considérable sur notre compréhension des phénomènes. Il est donc essentiel de remettre en question constamment nos mots et de retester les définitions et les classifications pour une meilleure compréhension et adaptation aux réalités complexes. Mais il faut faire attention aux mots et à leurs définitions, qui peut non seulement restreindre, mais aussi amener à faire fausse route et à empêcher de réaliser certaines choses. Le cinquième biais est idolaquare, l'idole du pourquoi. Professeur Raoult nous mentionne l'idole du pourquoi. C'est une tendance à rechercher des explications scientifiques immédiates à toute chose. C'est une quête de compréhension qui, oui, est un moteur essentiel et indispensable à l'avancement scientifique, mais qui peut tout de même devenir un obstacle lorsqu'elle nous empêche de reconnaître et de voir ce que nous ne pouvons pas encore expliquer. C'est une rationalisation à outrance qui peut nous conduire à croire que seules existent les choses que nous pouvons comprendre, alors qu'en réalité, l'existence des phénomènes ne dépend pas de notre capacité à les comprendre ni à les observer. Ainsi, c'est une inversion dans la démarche scientifique, où l'explication précède l'observation. C'est une des formes d'aveuglement les plus marquantes du XXe siècle. La condition préalable de devoir comprendre pour pouvoir observer limite la portée de la recherche. De nombreux chercheurs n'arrivent pas à accepter les observations qui ne correspondent pas à un modèle compréhensible ou logique, ce qui crée une dichotomie dans le monde des découvreurs et le monde scientifique. Ceux qui se lancent dans l'inconnu sans préconception, les pêcheurs embarquant sans savoir ce qu'ils vont trouver, et ceux qui bâtissent leurs recherches sur des hypothèses prédéfinies. Ces derniers supposent souvent que les observations doivent se conformer à une explication commune et unifiée, et fondent leur travail sur cette base. Bien que les deux approches peuvent contribuer à la progression scientifique, professeur Raoult nous dit que ce qu'il aime, c'est l'approche des découvreurs. Il est justement plus un homme du quoi
what man plutôt que du pourquoi, why man. Il met l'accent sur l'importance de l'observation pure, le quoi, ce que l'on voit, plutôt que de se perdre dans la quête incessante des raisons sous-jacentes. Ainsi, il développe son goût de l'observation au lieu de la question du savoir pourquoi. Il aime observer, regarder, c'est le quoi qui importe pour lui. Lorsque tu fais de la recherche, essaie d'avoir le quoi en tête. Qu'observes-tu, que vois-tu? Et cela nous amène au biais de l'hypothèse. On se concentre sur valider une hypothèse. Ainsi, on peut rejeter tout résultat contredisant notre théorie, tout en favorisant ce qui la confirme. Ce phénomène est connu sous le nom de biais de l'hypothèse. Il nous fait douter uniquement de ce qui s'oppose à notre théorie, compromettant ainsi l'objectivité nécessaire à une recherche rigoureuse. Le biais de l'interrogatoire. Un autre biais notable est celui de l'interrogatoire, particulièrement pertinent lorsque l'on interroge des individus sur des facteurs de risque. La fiabilité des informations recueillies est souvent faible, car les personnes interrogées peuvent mentir, oublier, ne pas se rendre compte de leur comportement réel. Il est difficile de rapporter avec exactitude sa consommation d'alcool et ses habitudes alimentaires, par exemple. Le biais des méthodes. Ainsi, les méthodes conventionnelles pour définir les troubles psychologiques, par exemple, dans le domaine préclinique, on utilise un test de préférence au sucrose où tu demandes à tes rats de choisir entre sucrose et eau, où tu les mets dans une plateforme et tu dis « Oh, ok, ça c'est l'anxiété, ça c'est de l'anédonia ». C'est beaucoup trop simple. C'est une grande simplification de la réalité. C'est bien plus complexe et multidimensionnel. Ainsi, il nous faut constamment avoir de nouveaux outils, de nouvelles manières de mesurer. Ce sont ces innovations qui permettent non seulement de changer notre manière de voir les choses, mais aussi de conduire à l'émergence de nouveaux concepts. Professeur Raoult nous partage qu'il aime justement poursuivre les nouveaux outils, les nouvelles méthodes pour pouvoir découvrir un maximum. Si nous maîtrisons un maximum d'outils, nous pouvons voir le monde de différentes manières, avec un œil différent. Car il est impossible de représenter la réalité dans toute sa complexité avec les méthodes actuelles. Il faut donc aller à la course aux nouveaux outils. En lien avec l'un des biais sont les deux types de découvertes, la curiosité et l'hypothèse. Ainsi, dans le domaine scientifique, l'arrivée de nouveaux outils vont permettre d'explorer et de révéler des phénomènes auparavant invisibles. Une fois ces nouvelles observations réalisées, nous devons faire appel à l'esprit critique pour développer des recherches fondées sur des hypothèses. C'est une dualité entre la recherche guidée par la curiosité, qui est souvent technologique, et celle basée sur l'hypothèse. Et cette dualité est cyclique et essentielle dans le progrès scientifique. Par hypothèse, certains pensent qu'il est possible de réaliser d'importantes découvertes en accumulant un maximum de savoir dans son cerveau et en déduisant des hypothèses auxquelles personne n'avait pensé. C'est une forme d'arrogance. Toutefois, cette approche est de plus en plus remise en question et décrédibilisée en raison de son inadéquation avec la complexité du monde. Professeur Raoult exprime des doutes concernant la recherche mécanistique en laboratoire en raison des biais et des conflits d'intérêts qui peuvent fausser les résultats. Les résultats d'une expérience que l'on a menée pour confirmer un fait ont surtout un intérêt quand ils ne correspondent pas à ce que l'on attendait. En effet, on biaise tellement les données expérimentales lors de travaux préliminaires pour orienter vers une réponse positive que l'on enlève beaucoup de sens à la démonstration scientifique. La force de croyance de ceux qui ont une recherche fondée sur les hypothèses est très forte, puisque leur processus scientifique découle de l'expression de leurs pensées, de leur âme, si j'ose dire. Ceux qui s'appuient fortement sur des hypothèses ont donc tendance à défendre ardemment leurs idées et leurs points de vue, parfois allant sur quelque chose de bien plus complexe que cela ne devrait être. N'oublions pas la théorie du rasoir d'Occam. Professeur Raoult préfère une recherche fondée sur la curiosité et l'utilisation de nouveaux outils, qu'il trouve plus gratifiante et stimulante. Cette approche attire les scientifiques guidés par la soif de découverte, la curiosité, la gourmandise, l'appétit. Les découvreurs savent bien
que d'autres découvreurs trouveront d'autres choses, qui compléteront, changeront la manière dont ils ont vu les choses. Les découvreurs, tant qu'ils ont de l'appétit pour la découverte, continuent à découvrir quand les périodes le permettent. Cependant, le développement de grands outils, comme le séquençage, qui devient de plus en plus performant, permet justement d'accumuler une capacité énorme de données brutes. Avec le développement de grands outils, tels que les centres de séquençage qui deviennent de plus en plus performants, nous accumulons de plus en plus de données. Et cela peut mener à une recherche où l'analyse critique et la créativité sont absentes, se résumant à une simple accumulation de données brutes. Ces données sont souvent exploitées par d'autres chercheurs et peuvent aboutir bien sûr à des publications prestigieuses, mais manquent souvent de véritables analyses intellectuelles et créatrices, ou même une simple analyse de résultats. Il ne suffit pas de découvrir des choses, il faut ensuite analyser ce que l'on a trouvé et essayer de l'intégrer dans une pensée à un moment donné. Cela illustre le conflit actuel entre la Big Science et les chercheurs qui privilégient une approche plus mécanistique. Professeur Raoult, ne se sentant d'aucune école en particulier, utilise les outils pour satisfaire sa curiosité, non pour participer à un mouvement gigantesque. D'ailleurs, quand les mouvements s'affirment, prennent trop de place et que trop de monde y travaille, je m'en écarte généralement pour essayer de trouver un chemin qui n'est pas encore, ou peu, fréquenté, car il y a plus de choses à découvrir. Nous vivons un moment critique où nous voyons passer sous nos yeux des milliards de données et pas beaucoup de pensées. L'interprétation de la causalité en science. En science, attribuer des causes simples à des phénomènes complexes peut être problématique. La recherche en psychiatrie qui cherche souvent une seule cause pour une maladie est un bon exemple de simplification excessive. Freud cherchait un événement unique dans l'histoire du patient, mais la réalité est plus nuancée. Les interactions entre un virus, la quantité et les variants du virus, l'hôte, l'âge, l'environnement, les facteurs génétiques, illustrent la complexité de la causalité dans le domaine médical. Ainsi, ce qui est vrai pour Escherichia coli est vrai pour l'éléphant et probablement faux. C'est une phrase qui est fausse. C'est bien trop simple et réducteur. Cette approche réductionniste, en se concentrant sur un seul facteur explicatif, néglige des milliers de variables internes qui régulent des phénomènes biologiques chez les humains. Cela est particulièrement vrai dans les modèles simplifiés comme ceux des cellules ou des animaux, qui ne peuvent souvent pas être extrapolés aux humains. Les humains ont des milliers de variables internes de régulation. Plus on réduit le nombre de paramètres contrôlés dans une étude, plus la variation apportée par les paramètres non contrôlés est importante. C'est pourquoi deux études similaires dans des conditions différentes peuvent donner des résultats différents, car chaque facteur non contrôlé influe sur le résultat. Par exemple, nourriture, environnement, lieu. Même au sein d'un même institut, deux groupes n'arrivent pas toujours à retrouver les mêmes résultats et à développer le même modèle. Les études statistiques ont aussi des limites. Aujourd'hui, dans le domaine scientifique, on se concentre bien trop sur la p-value, avoir une valeur inférieure à 0,05. Alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui vont influencer cela. Les petits échantillons, avec peu de participants, une étude peut échouer à détecter des effets qui sont réellement présents, simplement parce que la variabilité aléatoire masque les effets réels. Avec un grand échantillon, l'inverse peut être vrai. On peut révéler des différences statistiquement significatives, même pour des effets minimes qui ne sont pas cliniquement pertinents. Ces résultats peuvent être trompeurs car ils peuvent indiquer une importance que les données réelles ne justifient pas. Ainsi, on peut croire à un effet. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai déjà vu un article où tu regardes la préférence au sucrose. Et un rat aime beaucoup le sucrose, donc ils vont avoir tendance à être près de 100%. Et là, dans l'article, c'est passé dans le groupe contrôle qui était à 98,5% à 98%, une réduction de 0,5% à peu près, qui est minime.
ce qui est minime. Tu peux pas dire qu'il y a une vraie différence entre les deux. Pourtant, c'était différent significativement. Est-ce que ça veut dire que les rats ont des symptômes anédoniques? Je ne pense pas. Pourtant, d'après le test statistique, tu as le droit de faire ce claim, de le mentionner. Ainsi, si tu as 10 000 ou 100 000 participants, une différence de 49, 75, 50, 25 pourrait être significative, même si cela ne veut rien dire. Et cela est encore plus exacerbé dans le contexte de la Big Science, où des études portant sur un vaste ensemble de données avec de nombreuses variables peuvent aboutir à des conclusions questionnables. Lorsque l'on analyse multiples facteurs alimentaires et leurs corrélations potentielles avec diverses maladies comme le cancer, ça peut conduire à identifier des liens qui sont statistiquement significatifs, mais qui n'impliquent pas nécessairement une relation causale. Dans de tels cas, même avec une grande rigueur méthodologique, le risque de trouver des corrélations faussement significatives augmente avec le nombre de comparaisons effectuées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de corriger pour le nombre de comparaisons. En effet, plus on multiplie les tests, plus la probabilité de découvrir par hasard au moins une association significative s'accroît. Cela peut mener à des publications suggérant des effets protecteurs sur la santé comme les brocolis ou les haricots, alors que ces effets sont en réalité négligeables ou inexacts. Tout ceci est dérisoire et ridicule, car les différences sont trop subtiles et n'ont la plupart du temps aucun intérêt parce qu'elles sont fausses. Cela nous amène à la notion de seuil en médecine, un seuil au-dessus et en dessous duquel on dit que quelqu'un est malade. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister un seuil comme cela. L'évolution de la science au XXe siècle, Popper et Kuhn. Karl Popper a introduit un principe de falsifiabilité, affirmant que toutes les théories scientifiques doivent être susceptibles d'être contredites à un moment ou à un autre. Pour Popper, une théorie qui ne peut être mise à l'épreuve par une expérience potentielle qui montrerait qu'elle est fausse relève plus de la croyance ou de la religion. Initialement, Popper a critiqué des théories comme le marxisme, la psychanalyse et la théorie de l'évolution de Darwin pour leur manque de falsifiabilité, bien qu'il ait modifié par la suite son jugement pour la théorie de Darwin. Pourquoi a-t-il critiqué le marxisme? Parce qu'il nous disait que son adaptabilité était rétrospective qui permet d'expliquer tout résultat historique sans possibilité de réfutation, rendant la théorie non falsifiable, car tout peut être expliqué. Si une révolution prolétaire échoue, ne se produit pas, les marxistes l'attribuent à des facteurs non anticipés, des conditions pas encore mûres. Et ainsi, la théorie est toujours vraie car elle ne peut jamais être falsifiée. Pour la psychanalyse, c'est la même chose. On peut interpréter tout comportement humain de manière plausible après le fait, sans possibilité de prédiction spécifique et testable. Et c'est donc non falsifiable. Ainsi, on explique tout comportement humain. On essaye de le raisonner post hoc, après les faits. Donc si quelqu'un évite les relations, cela peut être parce qu'il a une peur de l'intimité due à des expériences enfantines. Et si elle recherche les relations, c'est peut-être expliqué par un besoin de compenser un manque infantile. Donc on peut toujours expliquer les choses de différentes manières, sans être capable de dire si c'est vrai ou faux. Au début, il a jugé la théorie de Darwin trop large pour être testée de manière rigoureuse, mais plus tard, il l'a reconnue comme étant seulement partiellement falsifiable, à travers des prédictions spécifiques sur les changements génétiques et phénotypiques. Ainsi, Karl Popper nous dit aussi que la découverte scientifique dépend de la disponibilité de nouveaux outils. Il a illustré comment des avancées majeures comme la révolution géographique avec l'apparition des bateaux et des boussoles, l'astronomie avec les télescopes et la microbiologie avec les microscopes, justement, ont pu transformer notre vision du monde. Ce sont ces nouveaux outils qui sont arrivés et qui ont pu changer notre vision du monde. Donc toi, dans ta recherche, vise à changer ta vision du monde en utilisant de nouveaux outils. Thomas Kuhn nous dit que le paradigme scientifique doit être transformé pour avoir des révolutions scientifiques.
Il nous dit que la science commence avec des découvertes pionnières durant une période de révolution scientifique. Au fur et à mesure que ces découvertes diminuent, dû à la diminution de la proportion à découvrir avec le nouvel outil ou le nouveau paradigme, la science entre dans une phase de science normale où l'accent est mis sur l'amélioration graduelle des connaissances existantes plutôt que sur des remises en question radicales. Finalement, il y a une phase de stagnation où s'installent les chercheurs qui deviennent les gardiens du temple, du paradigme existant, jusqu'à ce qu'un nouveau bouleversement provoque une nouvelle révolution. L'édition scientifique entre commerce et rigueur académique. Il y a deux types principaux dans l'industrie de l'édition scientifique. Des entités comme Elsevier, avec Valencet, Macmillan, etc., qui sont là pour générer des profits, et les revues appartenant à des sociétés scientifiques, où le risque est différent. Elles sont plutôt réticentes à publier des travaux qui ne correspondent pas au courant majeur de la pensée de la société concernée, alors que la première cherche justement à avoir des articles qui peuvent faire sensation. Bien sûr, on peut avoir des difficultés à approuver des publications contenant des éléments intéressants, mais dont l'anglais est mauvais ou la présentation inhabituelle, du fait qu'elles proviennent de cultures différentes. Et bien sûr, publier dans certaines revues contient un facteur de chance. Charles Peggy nous disait « Les commencements ont une vertu que l'on ne retrouve plus jamais. Les débuts s'accompagnent d'un esprit pionnier, ouvert. Mais quand cela devient un enjeu majeur, une deuxième génération moins pionnière et se prenant plus au sérieux peut commencer à défendre le temple. Il suffit de quelques années pour transformer une aventure initiale en quelque chose qui ressemble à une académie. Le format actuel des articles impose des contraintes. L'histoire telle qu'elle est publiée ne représente jamais la réalité, elle est reconstruite. En réalité, la stratégie se bâtit au fur et à mesure des résultats et l'objectif change souvent au cours des expérimentations. Ainsi, l'introduction, donnant un sens initial aux choses, puis les méthodes, les résultats et la discussion ne reflètent jamais la réalité. Avec des discussions souvent construites a posteriori, basées sur des résultats inattendus. La version initiale donne à l'ensemble un aspect intelligent et intelligible, perpétuant la légende d'une recherche préprogrammée. Et cette vision est en résonance avec la distribution des financements qui sont octroyés sur la base de projets de recherche fondés sur des hypothèses. Mais en réalité, la plupart des projets ne se déroulent jamais comme prévu. Aujourd'hui, en Europe et en France, les organismes de financement veulent vérifier que l'argent sert bien au projet financé. Cependant, cela ne fonctionne jamais ainsi. C'est une vision délirante de l'administration. En effet, le temps que nous déposons le projet, la science a évolué, elle a continué à évoluer, et certaines questions ont radicalement changé. Bien sûr, l'argent doit être utilisé pour poursuivre les grandes lignes pour lesquelles il a été demandé, mais il faut être très prudent dans cet enfer administratif qui demande des étapes et des expériences précises correspondant à la version initiale du projet. Et pourquoi donc publier ces recherches scientifiques? Publier ces recherches permet de diffuser nos résultats dans la société, qui finance notre production scientifique. Ainsi, nous remplissons notre part du contrat. C'est un art difficile consistant à soumettre son travail à des rapporteurs anonymes, ce qui signifie, dans la plupart des cas, la possibilité de voir son travail démonté par un concurrent direct. Si vous survivez à cette évaluation, alors votre travail a une certaine solidité. Parfois, les rapporteurs sont négatifs parce qu'ils n'aiment pas votre travail, en raison de la concurrence directe, par exemple. Par chance, une autre revue pourrait accepter si les rapporteurs sont différents. Ce sont les règles du théâtre. Cette évaluation par les pairs est un enjeu, qu'elle nous rend plus efficaces. Souvent, les rapporteurs soulèvent des questions importantes, pertinentes, et nous obligent à examiner les choses d'une manière différente. Écrire une publication apporte beaucoup, car cela oblige à rendre compréhensible la recherche que nous faisons, tout en acceptant les critiques anonymes et en tentant de les contourner ou de les intégrer si elles sont utiles. Donc
conclusion, professeur Raoult nous dit que l'amour qu'il a pour la littérature et la créativité l'inspire quotidiennement. La séparation étanche du monde des sciences dites dures, des sciences humaines et de la créativité littéraire est une mauvaise chose. Le cantonnement de sa propre réalité ne permet pas la hauteur de vue nécessaire pour réaliser les choses. C'est pourquoi les philosophes, poètes et écrivains inspirent et permettent d'analyser les choses de façon pertinente et tentent de les comprendre. Professeur Raoult prône également la lecture d'œuvres classiques qui ont été triées par le temps. La science peut être véritablement innovante et pertinente. Elle doit rester ouverte aux influences extérieures, y compris celles qui proviennent de domaines apparemment éloignés. Et c'est en embrassant cette richesse interdisciplinaire que la science peut espérer dépasser ses propres limites et continuer à avancer. Si tu as envie d'aller plus loin sur ce que professeur Raoult partage, je t'invite à acquérir ces 2 livres. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo ou à aller lire l'article entier. Et la dernière partie de cet article parle de la théorie de l'évolution, une vision complexe et interconnectée que professeur Raoult partage dans Homo Chaoticus. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager à d'autres personnes qui aiment faire de la recherche, à partager ton avis là-dessus et je te dis à bientôt. Ciao.